Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le podcast de la Fédération française d'haltérophilie musculation. Ici, nous parlons d'entraînement, de technique, de préparation de l'athlète pour la performance et aussi de santé, en explorant toute la puissance de l'haltérophilie et de la musculation. Que vous soyez jeune pratiquant, compétiteur, coach ou simplement adepte du renforcement musculaire pour votre santé, ce podcast est fait pour vous. Ensemble, nous allons décrypter les méthodes d'entraînement, les bonnes pratiques et les avancées scientifiques pour vous aider à progresser en toute sécurité et à profiter pleinement des bienfaits de notre discipline. Aujourd'hui, nous recevons un invité exceptionnel qui va partager son expertise. Alors installez-vous bien, c'est parti. FFHM, technique, force et explosivité au service de la performance et de la santé. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts FFHM dédié à l'univers de l'haltérophilie et à ses multiples applications. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un invité exceptionnel euh, dont le parcours illustre parfaitement la richesse de la complémentarité des disciplines sportives, mais aussi thérapeutiques. Notre invité est à l'heure actuelle kinésithérapeute dans un club de handball professionnel à Chartres, mais il ne s'arrête pas là. Il est également kiné de l'équipe de France de lutte. Il est passionné par la performance sportive et la réathlétisation. Il a récemment choisi de se former à l'haltérophilie via une formation coach haltéro de la FFHM. C'est d'ailleurs là où j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Je pense personnellement que c'est un choix visionnaire qui lui permet d'enrichir son approche et de proposer des outils complémentaires à ses athlètes et à ses patients. Donc, dans cet épisode, on va explorer comment l'haltérophilie s'intègre dans ses pratiques de préparation physique et plus spécifiquement de réathlétisation en tant que kiné. On découvrira également comment et surtout pourquoi un kiné a décidé à un moment donné d'ajouter cette corde haltérophilie à son arc pour développer un peu plus ses compétences. Donc, préparez-vous à plonger dans une discussion passionnante avec Monsieur Erwin Brandt, où on va entrelacer plusieurs disciplines, l'haltérophilie, le handball, la lutte et aussi diverses applications, principalement la réathlétisation et un petit peu la préparation physique. Erwin, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Eh ben, salut Nico, merci beaucoup pour l'invitation justement, ça me fait très plaisir d'être là. Top. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous parler de ton parcours parce que j'ai dit qu'il était extrêmement riche et nous dire aussi ce qui t'a conduit à devenir kiné dans un club de handball professionnel et en équipe de France de lutte. Moi j'ai fini mes études de kiné en 2012, donc là ça va faire bientôt 12-13 ans que j'exerce. J'ai toujours voulu travailler dans le monde du sport de haut niveau si possible. Donc tout de suite après effectivement le diplôme d'État, j'ai exercé en libéral et je me suis formé à côté, donc d'abord plutôt sur la partie très manuelle, via des formations en thérapie manuelle, donc tout ce qui se rapproche, on va dire, de l'ostéopathie plutôt en structurel. Et à côté de ça, après, bah, effectivement, j'ai démarré une formation en kinésithérapie du sport, Ok. un cursus long. Et effectivement, c'est là que j'ai commencé un petit peu à toucher à tout ce qui va être le sport de haut niveau, parce que tout de suite après cette formation, j'ai intégré une société où je travaillais avec des footballeurs professionnels, donc de haut niveau. Toutes les semaines, je bougeais un peu partout en Europe. Donc, c'était autant avec le Celtic de Glasgow, Manchester City, Valence, des clubs en France, Portugal, un petit peu partout. Donc, ça, c'était une sacrée expérience professionnelle. Et de façon concomitante, du coup, je donnais également des cours. Donc, j'étais formateur en kinésithérapie. Donc, j'ai formé pas mal de mes collègues à devenir eux-mêmes des kinés du sport. Ok. Parce que la transmission, c'est quelque chose vraiment qui me paraissait essentiel dans le métier. Comme j'aime bien cette phrase qui dit que d'enseigner, c'est apprendre deux fois. D'accord. C'est vrai que ça remet très très vite en question son propre savoir ou ce qu'on pense savoir. Et c'est un challenge. Et donc, à côté de ça, après, bah, effectivement, j'ai intégré la Fédération française de lutte. Alors, comment ça s'est passé? Bah, comme très souvent dans ce milieu, c'est-à-dire un petit peu, j'ai vu de la lumière et puis j'ai tapé à la porte, quoi. Simplement, il y avait un job posting qui est apparu et ça me paraissait toujours assez intriguant de voir comment ça se passait au sein d'une fédé. La lutte, c'est un sport que je connaissais pas du tout à l'époque.
Et voilà, sur, on va dire, un coup de chance, on peut dire ça comme ça. En fait, je me suis montré la personne la plus disponible dans tous Ok. les postulants. Et donc, tout de suite après, quelques jours après, je suis parti en Ukraine, encore à l'époque où on pouvait y aller, Ok. pour suivre une équipe féminine, enfin l'équipe féminine senior. Donc, Super. c'était assez intéressant. Tu as été au Et bon donc, endroit au bon moment, on va dire. c'est vrai, c'est comme très souvent. Et puis avec le handball, c'est exactement la même chose. Donc après avoir arrêté le travail dans le foot de haut niveau et les cours, pile poil à ce moment-là, en fait, j'avais besoin d'une transition. Moi, j'ai déménagé de Paris pour me mettre un peu plus proche, effectivement, en campagne eurélienne pour la vie de famille, justement. On en parlait tout à l'heure. Et pile poil à ce moment-là, pareil, job posting, club pro, handball à Chartres. Je fais, bah écoute, je vais envoyer un message aux collègues. Et puis le feeling, il est bien passé. Et puis bah, du coup, ça s'est passé comme ça, quoi. Donc Let's voilà, go. actuellement, je Ok. travaille en libéral, donc dans mon cabinet qui est dans ma maison. Je bosse avec le club de handball. La Fédé, on se déplace, elle est une ou deux fois par an en fonction des budgets. Ouais. Et puis voilà, puis à côté de ça, je travaille un petit peu aussi sur l'écriture, des synthèses, traductions d'articles pour un J'avais livre. vu d'ailleurs que tu avais fait un article sur l'haltérophilie. Oui, justement, ouais, l'haltérophilie chez le jeune sportif, parce que c'est quelque chose justement qui m'a attiré vers l'haltérophilie, c'est un petit peu cette utilisation-là, quoi, chez le Ah jeune ouais. particulièrement. Ouais, j'avais jeté un œil, c'était très très intéressant. Ouais. Bah, c'est aussi pour démocratiser un petit peu et partager aux kinés, on va en parler après hein, Mm, dans mm, mm, les mm. suites du podcast. Je pense que plus de kinés devraient effectivement s'intéresser à la discipline, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et toi, justement, pourquoi tu as choisi de suivre cette formation coach altéro avec la fédération? Bah, moi, à la base, le sport que je pratique, enfin celui que je peux pratiquer le plus facilement, on va dire, bah, c'est tout ce qui est en lien avec le CrossFit, donc vraiment pour l'entretien. Et il y avait pas mal de WOD, des fois, je passais, vu que je m'entraîne en autonomie, je m'entraîne vraiment tout seul, je suis pas dans une box. Je passais parce que dès que je voyais des termes comme snatch, clean, machin, je faisais, mais ouais, vas-y, laisse tomber, je me sens pas du tout à l'aise. Donc déjà, ça, effectivement, c'était un manque d'un point de vue personnel. Et ensuite, j'ai assisté il y a pas longtemps à une formation donc, avec Max Altenhoven, donc, qui était le préparateur physique des Phoenix de Toulouse, donc l'équipe de handball de Toulouse. Ouais. Euh, On lui envoie le bonjour, peut-être qu'il nous écoutera on lui depuis envoie le l'Égypte. bonjour, effectivement. Et j'avais beaucoup apprécié justement son approche et l'intégration justement de la barre, hein, de l'haltéro dans la prépa physique. Et c'était vraiment pour moi un élément qui me manquait. Et donc, Mm. quand je juge qu'il me manque quelque chose, que ça peut être intéressant et que c'est accessible, je me dis, bah, vas-y, go, fonce. Donc, j'ai regardé un petit peu les différentes formations qui étaient proposées. Et je me dis, bah, quitte à me former, autant me former directement avec la FFHM, parce que bah, c'est pour moi un gage de qualité, quoi. Et ça a été le cas, effectivement. Ouais, je me souviens, on était avec Florine Nicolai à Dorine, ouais, l'INSEP ouais, au mois de ouais. décembre, il y a un an et demi déjà là. Bah, grave, c'était trop cool. Ouais. Le cadre était super, les participants, ils étaient super sympas et la formation, moi, elle m'a beaucoup plu, quoi. Et toi, justement, qu'est-ce qui t'a le plus surpris ou marqué dans cette formation coach altéro que tu as pu faire à l'INSEP? Je pense qu'on peut parler de surprise, effectivement. Donc déjà, le format, le côté qualitatif de la chose, quoi. C'est-à-dire que la partie hors présentiel, donc en distanciel, le côté où tu as pas mal de PDF, tu as pas mal de vidéos qui sont longues, quoi. Enfin, je veux dire, il y a une quantité quand même assez importante de contenu. Donc c'est vrai qu'au début, quand je me suis engagé, je m'attendais pas à devoir fournir autant de travail. Mais du coup, j'étais super content. Je me disais, ouais, trop bien, en fait. Moi, j'aime bien quand il y a du challenge, quoi. Ouais, Quand c'est une ça vraie pousse un formation. peu C'est dans vrai que mes... souvent les Voilà, gens ouais, ils se disent ouais, c'est une formation où il y a que 2 jours et demi, mais on oublie souvent qu'il y a le présentiel, le distanciel, ouais, pardon, qui est assez costaud et qui est très très complet. Et ouais. le présentiel, c'est vraiment pour mettre en application, lever des questionnements et vraiment répondre à des besoins spécifiques de chaque personne qui se présente à la formation. Ouais. Et du coup, effectivement, avant le présentiel, ben, un peu beaucoup, j'ai saigné les vidéos, quoi. Ouais. Donc, vu que moi, j'étais débutant, quoi. C'est vrai que c'était un apprentissage en même temps. Et du coup, voilà, très, très riche. Et puis, après, avec le côté quantitatif, il y a le côté qualitatif, quoi. C'est vrai que ben, la qualité du support, elle est nickel. Moi, je bossais avant, justement, dans une entreprise, enfin, dans une société
où ils ont développé pendant le Covid tout ce qui va être en lien avec l'apprentissage en distanciel, Mhm. donc avec quelque chose de très qualitatif à la clé. Et là, je retrouvais vraiment la même chose sur cette plateforme-là, quoi. Donc j'étais vraiment satisfait du côté qualitatif, quoi. C'était vraiment cool. Et puis voilà, quoi. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que ça m'a quand même bien sorti de ma zone de confort. J'ai l'habitude de faire des formations en kiné, donc vraiment en lien avec tout ce qui est thérapeutique et le soin. Ok. Et là, ça sortait vraiment de ma zone, quoi. Donc j'ai bien aimé le challenge, quoi. C'était Ok. cool. Et justement, comment tu perçois, toi, la complémentarité entre tes compétences vraiment de kiné et Mm. les compétences que tu as pu acquérir en haltérophilie avec la formation coach haltéro? Bah, l'idée, c'est quoi? C'est le mouvement, quoi. Tout simplement, le kinésithérapeute, c'est le soin du mouvement par le mouvement. Et en haltéro, mais on parle beaucoup de ça, la pureté du geste, quoi, la qualité finale, ultime d'une gestuelle qui doit être irréprochable justement pour performer, quoi. Et donc autant dans la partie analyse du geste, parce que du coup on se jaugeait un petit peu les uns les autres, on dit bah tiens là regarde ça va pas, ça on pourrait faire mieux, etc. Et c'est ce qu'on fait en kinésithérapie, c'est-à-dire que quand on prend le temps justement sur des kinésithérapies actives, j'entends, d'évaluer son patient, de voir bah, comment il bouge, Mhm. qu'est-ce qui fait que quelque part ça a chié dans la colle, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais voilà, qu'est-ce qui fait que son schéma en fait l'a amené à la pathologie. Mhm. Bah, du coup, on va retrouver un peu cette complémentarité entre qu'est-ce qui fait que l'haltérophile ne va pas être assez performant par rapport à sa technique, mon patient, qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas assez performant et qui fait qu'il se blesse, quoi. Donc c'est ce côté vraiment analyse du mouvement où il y a beaucoup de complémentarité entre les deux disciplines. Ouais, c'est vrai que le mouvement, ça peut être pour une personne pathologique, ça Mm. peut être pour une personne saine. En fait, le mouvement, c'est au centre des préoccupations de toutes les personnes, de la naissance Bien aux âges sûr. les plus avancés de la vie, on va dire, en passant par les sportifs de haut niveau. Justement, on va faire un petit crochet par la préparation physique, puisque toi, tu es kiné, tu es plus centré pour l'instant sur des compétences de réathlétisation. Mais pour avoir échangé pas mal avec toi, je sais que tu as une vraie vision et des vraies compétences sur la préparation physique. Donc, je me permets de te poser quelques questions sur ce sujet-là. Pas de souci, Euh, ouais. Quels sont, selon toi, les principaux bénéfices de l'haltérophilie pour les joueurs de handball ou je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en faire, mais aussi avec les lutteurs éventuellement? D'accord. Les lutteurs un petit peu moins parce qu'effectivement, eux, ils maîtrisent déjà très très bien l'outil, on en reparlera après. Ok. Mais globalement, au hand et dans beaucoup de sports, ben, l'haltéro, qu'est-ce que ça va t'apporter? C'est le côté puissance. Je pense que le Graal du développement athlétique d'un sport de champ, donc que ce soit foot, basket, volley, handball, c'est pouvoir développer une force en le moins de temps possible, quoi. Donc c'est l'expression Mhm, même de la puissance. T'as beau être très rapide, si derrière le mec, tu peux pas le bouger parce que t'es pas assez fort, bah, t'es pas performant. Si t'es très très balèze mais que tu sais pas courir vite, bah, derrière en fait t'es pas performant. Donc il faut que tu aies les deux, il faut que tu aies la mhm, force, la mhm, mhm. vitesse, donc derrière la puissance. Et bah, qu'est-ce qu'on fait quand on développe justement l'haltéro? Bah, c'est cette capacité à soulever une charge très très lourde et de générer effectivement une accélération. Donc, bah, pour développer la puissance, c'est un outil qui est prodigieux. C'est pas le seul, mais Mhm. c'est parmi l'un des outils effectivement qui est le plus agréable, en tout cas, je trouve aussi à utiliser, quoi, parce qu'il y a un côté à nouveau challenge. Le sportif, l'athlète, il aime Ouais, bien être quand même aussi un petit peu challengé. tout à fait. Il y a ce côté technique, c'est sûr, mais voilà, si tu prends moi je reste dans l'exemple du handball, tu prends un ailier, tu regardes en fait sa zone d'accélération, c'est quoi? 1 mètre, 1,50 m à tout casser. Ouais, Et c'est donc en des fait, il doit espaces pouvoir très sauter réduits, le ouais. plus, ben ouais, il doit pouvoir sauter le plus loin possible pour s'ouvrir un angle le plus avantageux pour pouvoir éventuellement mettre un but. Le mec, s'il ne sait pas effectivement pousser très très fort sur ses appuis, bah, il va pas être assez performant. Tu Mhm, regardes mhm. pareil en arrière, lui il doit pouvoir sauter haut, passer la main au-dessus de la défense. Alors tu as des Golgoth qui font 2 mètres avec les bras levés, ça fait 2,50 m et plus. Bah, il doit pouvoir effectivement sauter très très haut et être très puissant quand même au niveau haut du corps pour clasher une praline et marquer un but aussi, hein. On Ouais, repense ouais. il n'y a pas si longtemps à Elohim Prandi, tu vois, qui te lâche des scuds dans des positions pas possibles. Et on l'appelle le bison, c'est pas pour rien, tu vois, parce que le mec, c'est la puissance incarnée, quoi. Ouais. Donc c'est sûr que l'utilisation pour moi de l'haltérophilie au handball, comme dans d'autres sports, c'est quelque chose qui doit être tout à fait considéré par les prépas physiques, les athlétiseurs, quoi. Ouais, j'ai en tête une méta-analyse qui montre que l'haltérophilie, c'est la méthode la plus efficace
Mm. versus la musculation traditionnelle, versus la pliométrie, pour développer la détente verticale. Donc, ouais, comme tu l'as dit, je pense que ça Ouais. doit faire, c'est pas le seul outil, mais ça Mm. doit faire partie du panel de compétences du préparateur physique et a fortiori du préparateur physique à haut niveau. Bien sûr. Justement, pour aller un petit peu plus dans le détail de l'haltérophilie en préparation physique, toi, quels exercices d'haltérophilie ou dérivés de l'haltérophilie tu pourrais spécifiquement recommander pour améliorer la puissance que tu as évoquée et l'explosivité? Bah, déjà, en fait, il faut définir, je pense, le profil de l'athlète, de quoi il a besoin. Est-ce qu'il a Ok, besoin de plus de côté force-puissance ou puissance-vitesse? Donc, en fonction du poste, moi, je trouve ça intéressant, justement, au handball, tu vois, c'est un peu le même parallèle qu'on pourrait faire au rugby. C'est une même équipe, mais c'est presque différents métiers, quoi. tout à Si fait, on ouais. prend au rugby, t'as les avants, voilà, ça doit être des tracteurs, et les arrières, effectivement, ça doit être des Ferrari. Donc, c'est deux modes d'expression de la puissance. Et justement, avant de choisir un exercice, il faut savoir de quoi le mec il a besoin. Si on veut Mhm. aller très très loin et qu'on a le temps, on peut faire des profils force-vitesse aussi, ce serait le top. Mais bon, souvent on n'a pas trop le temps en Ouais. club. Dans un Et contexte de donc haut derrière, niveau, ça joue toutes les semaines. ouais, Ouais, c'est donc compliqué, c'est ouais, c'est compliqué compliqué, ouais. à mettre en place. Et du coup, après, bah, il faut que les exercices, après avoir défini le profil du joueur, ils soient accessibles et en lien quand même un peu avec la pratique sportive, quoi. Donc c'est pour ça, tu vois, avec des mecs au handball, moi j'irais d'abord choisir des exercices qui sont plutôt en suspension haute, parce que les Ok. trucs en flexion vraiment complète, c'est pas leur angle de travail, tu vois. Donc effectivement, tout ce qui va être en suspension haute, c'est des choses qui sont à travailler. Et puis après, tout ce qui va générer une accélération, par exemple en statodynamique, donc tu vois, tout ce qui va être effectivement sur un passage, que ce soit d'épaulé, un passage d'arraché, tout ce qui va être les travails, les semi-techniques en puissance ou debout, ça, c'est effectivement, ça va être intéressant. Donc, pareil, en réception plutôt debout que flexion. Mhm. Pour l'explosivité, tout ce qui va être en lien avec les chutes, ça peut être intéressant. Et le handball, bah, ça a cette caractéristique quand même de pouvoir travailler et le membre inf et le membre sup, tout comme en haltéro. Ok. Donc, tout ce qui va être travail en overhead, donc tous les exercices semi-techniques en arraché, bah, ce sera bon à prendre, quoi. Donc, Ouais, ouais. ça, Même effectivement, dans une t'as logique quand même. de prévention des blessures aussi. Oui, oui, oui. Ça, effectivement, on peut s'en servir en prévention, comme Ok. on va y revenir peut-être après. Et du coup, tu penses que l'haltérophilie, par rapport à ce qu'on vient de dire, notamment sur les mouvements en overhead, ça peut jouer un rôle dans l'optimisation de la posture et des gestes spécifiques au handball? Alors, je pense qu'il faut dissocier deux choses, l'athlète et le sportif. Donc, l'haltérophilie, c'est sûr qu'en l'introduisant dans la prépa physique, on peut rendre le mec un meilleur athlète. Donc, effectivement, sauter plus haut, courir plus vite, partir le premier, etc. Après, si le gars, il n'a pas la vision du jeu, tu vois, s'il sent pas le handball, il sera pas forcément meilleur. Tu vois. Tu peux avoir un Ouais, très je bon comprends, ouais. haltérophile, un très bon athlète. S'il n'a pas ce talent inné qui fait que c'est un bon handballeur, bah, il passera pas le cut Ouais, ouais. d'essence, quoi. Et au-delà de ça, parce qu'on parle de la puissance qu'on peut développer avec l'haltérophilie, mais j'avais un collègue justement pendant la période de formation, il avait cette phrase très, très intéressante qui tirait des pneus Pirelli. Ils avaient un slogan qui disait, c'est con, mais c'est comme ça, sans la maîtrise, la puissance n'est rien. C'est vrai. C'est vrai que si tu n'as pas de point fixe, enfin, une règle de physique fondamentale, c'est quoi? Pour exercer une force, faut un point fixe. Mhm. Si tu n'as pas de point fixe, tu peux pas exercer cette force. Et donc, le côté intéressant avec l'haltéro, c'est que oui, tu vas développer des accélérations, tout ça, mais pour maintenir effectivement ta position de départ ou ta position d'arrivée, il faut une certaine maîtrise aussi, il faut un gainage qui est quand même très, très, Mhm. très, Tout très à fait. important. Et dans ce sens, ça t'offre ce double bénéfice où tu travailles et la maîtrise, donc ta stabilité, et le côté expression de la puissance aussi. Donc oui, Mhm. ça va faire effectivement des meilleurs athlètes avec cette pondération sur le côté sportif, vision du jeu. Donc il faut le Ouais, garder ouais. comme outil. On va pas en faire des haltérophiles, les gars, c'est sûr. Mais par contre, comme outil, oui, c'est très, enfin, c'est très versatile, quoi. On peut Ouais, l'utiliser pour ouais, ouais. tous les sports. Donc, J'aime bien ce que tu as mentionné par rapport au point fixe. Et effectivement, quand on met ce que tu as évoqué, des exercices avec des temps de suspension en suspension basse, suspension haute, effectivement, on a une vraie importance dans le maintien de la posture et dans le gainage. Pareil sur les réceptions. Et alors que quand on fait du travail de musculation sur machine, par exemple, le point fixe, il est en partie généré par la machine. Tu vois?
Donc Alors c'est, ça, c'est un truc que j'essaie de faire comprendre, alors, et avec les sportifs pros, mais surtout aussi avec les patients. C'est ce côté, il y en a qui adorent voilà, bosser sur des machines, des machines, des machines. Je dis, ouais, mais derrière, en fait, tu peux être le meilleur, ne serait-ce que sur un développé couché, parce que pareil, le développé couché, tu pousses contre la barre, mais tu pousses contre le banc aussi. Mhm. Sur une défense, qu'est-ce que ça va t'apporter? Quand tu dois pousser un mec qui arrive à, je sais pas de combien de kilomètres heure, qui fait 120 kilos, t'as personne derrière toi, en fait, pour créer ce contre-appui. Mhm. Donc derrière, effectivement, je trouve que ce sera plus intéressant, tu vois, de faire un exercice comme un développé couché debout, Ouais, plutôt que contre un banc, ce serait beaucoup plus fonctionnel, quoi. Bon, après, ouais, pour le côté force max, hypertrophie, oui, j'entends l'utilisation de la machine, mais tout à pour fait. le côté fonctionnel, il faut pouvoir en sortir, quoi. Ouais, des lancers de medicine ball, des choses comme ça peut être Mm. aussi pertinent. On a évoqué un tout petit peu la prévention des blessures avec l'haltéro. Ouais. Toi, par rapport aux blessures qu'il peut y avoir dans le hand ou même dans la lutte, mais peut-être on va peut-être faire le focus sur le hand déjà. Est-ce que tu penses que l'haltérophilie, ça peut aider les joueurs à prévenir ces blessures? Alors, le domaine de la prévention en sport, t'en sais bien quelque chose, c'est que c'est un domaine qui est compliqué. Mm. C'est-à-dire qu'on peut effectivement essayer de bosser sur plein de paramètres, sur des facteurs de risque. Il y a des fois, on peut pas prédire que la pluie va tomber à tel endroit. Et surtout dans le côté, les blessures intrinsèques et extrinsèques, quoi. C'est-à-dire que le mec, s'il se prend un carton, bon, ben, il pourrait être un très bon haltérophile, un très bon handballeur, on n'y pourra pas grand-chose. Ouais, ouais, Mais ouais. après, si on regarde un petit peu sur l'épidémiologie, un petit peu dans le handball, tu as surtout, enfin, d'un point de vue récurrence, beaucoup de problèmes cheville, d'accord, entorse de cheville, qui souvent sont pas graves, mais quand elles deviennent un petit peu trop récurrentes en fin de carrière, ça commence à être un petit peu difficile, et beaucoup les épaules. Ok. Donc l'haltérophilie, je trouve que ça peut avoir un impact assez intéressant, justement, tu parlais tout à l'heure des chutes, pour tout ce qui va être cette réactivité en fait au sol, quand tu, quand Mm, tu, quand tu as ta barre effectivement au-dessus de toi et que tu dois réagir très très vite, ça c'est quelque chose qu'on va intégrer effectivement pour le côté prévention, même en réathlétisation, même prévention pour les entorses de cheville, ok. parce qu'il faut effectivement avoir une capacité musculaire à réagir très très rapidement. Hein, le mécanisme d'entorse, ça va être, il me semble, de l'ordre de 40 millisecondes, Ok. alors que effectivement une réaction musculaire suite à une déstabilisation, c'est plutôt de l'ordre de 80 millisecondes. Tu vois, c'est pour Ouais. ça, dans ce Ouais, sens c'est que je trouve intéressant à que avoir ces données, ouais. voilà, de prévenir les blessures, par exemple en torse de cheville, en bossant sur du plan instable, c'est une ineptie totale, tu vois, par exemple. Ouais, je suis bien Par exemple, d'accord. en haltérophilie, j'avais déjà vu que dans un bouquin, il faisait bosser sur des plans instables en même temps que l'haltérophilie. Bon, chacun son délire, mais en tout cas, d'un point de vue prévention, spécifiquement pour une entorse de cheville ou entorse de genou, d'ajouter des plans instables, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux jouer sur Mm. des phénomènes d'anticipation, il vaut mieux jouer sur la capacité à développer une force rapidement, ce que nous apporte l'haltérophilie pour contrecarrer ça. Et puis après, pour le côté pathologie d'épaule, donc c'est très souvent des pathologies d'overuse, hein, c'est que les mecs ils tirent trop, Ouais. tu vois, là, on a un arrière droit, il se retrouve seul, alors d'habitude ils sont trois, parce qu'il y a le mondial en ce moment. Bah, il a beaucoup tiré, donc là, il commence à avoir l'épaule un petit peu qui fume, quoi. Donc très souvent, Ouais. c'est lié à fatigue musculaire, donc des fois manque de force, manque de mobilité aussi. Ok. Et du coup, bah, l'haltérophilie, cet impact où effectivement, bah, il faut que tu sois très très fort en overhead. Et un bon haltérophile, bah, il est mobile, quoi. Ouais, Donc, mobilité, force, stabilité. Donc, on a trois paramètres qui seraient hyper exactement. intéressants pour le handballeur. Ouais, Bah, complètement. Handballeur et pour d'autres sports, hein, n'importe quel sport overhead, tu prends le ouais, volley, tu le prends le volet, ouais, tennis, le basket, bah, tout ce à fait. sera, ce sera bon aussi, quoi. Tout à fait. Ouais. Donc, voilà. Je suis bien d'accord. Et plus tout l'aspect gainage fonctionnel qu'on peut avoir avec l'haltérophilie. Donc, on a avec la force aussi que tu as évoqué. On oublie souvent de dire qu'un athlète fort, c'est un athlète qui est moins à risque de se blesser. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Alors, Et, autant en intrinsèque et en extrinsèque aussi, plus les mecs ils sont développés, ça a été un petit peu le travers du rugby, je pense, dernièrement. Effectivement, ça fait des coussinets de protection, mais la solution est aussi le problème, quoi. C'est-à-dire que ça fait des mecs de plus en plus lourds, donc des c'est impacts ça. de plus en plus importants, et ça fait Ouais. beaucoup de commotion, quoi, enfin, Et dans le monde du rugby notamment, on quoi. voit, on voit aussi les physiques évoluer avec les années au handball et on a des athlètes qui sont de plus en plus impressionnants, à la fois sur le Ouais. plan morphologique, mais aussi sur le plan des capacités physiques. Mm, mm. Tu as évoqué l'aspect blessure tendineuse, ligamentaire avec les entorses. Ouais. J'ai en tête des études qui ont été faites sur des haltérophiles polonais, il me semble, qui montraient que les haltérophiles qui avaient commencé tôt
la pratique de l'haltérophilie avait des tendons, je crois que c'était sur le tendon rotulien qui avait été faite l'étude, et aussi différents ligaments dans le corps et notamment le genou, puisque c'est ce qui avait été le plus étudié, Mhm. largement hypertrophié par rapport à des sportifs de sport collectif, par exemple. Et ça montre l'intérêt de l'haltéro aussi dans une perspective de développement athlétique long terme. Ouais, ouais, ouais. Plus tu as une Hum, section transversale qui est épaisse, forcément, plus tu es capable de supporter de la charge, ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Donc, il y a l'aspect fonctionnel que tu as évoqué sur la capacité à vite réagir. Et il y a aussi l'aspect structurel avec des tendons et des ligaments qui sont largement hypertrophiés. Mm. On va évoquer justement l'aspect post-blessure, on va dire, avec la réathlétisation. Toi, tu utilises du coup l'haltérophilie dans le cadre de la réathlée après une blessure. Et Ouais. comment tu fais du coup, et c'est quoi les adaptations que tu peux avoir en réathlétisation par rapport à un athlète qui serait sain en fait? Bah ça, tu vois, c'est quelque chose vraiment de fondamental que m'a apporté la formation. C'est qu'aujourd'hui, dans toutes les réathlétisations, j'essaie d'imprégner au moins quelques gestes d'haltéro, que ce soit au cabinet avec les patients sportifs, parce que moi, au cabinet, je reçois que des patients sportifs. Les non-sportifs, j'ai plus le temps pour les voir. Et Ok. dans la mesure du possible, effectivement, avec les handballeurs aussi, d'intégrer quelques notions. Après, les adaptations qu'il faut avoir, c'est toujours bah, le métier de kiné en premier, avant tout. Avant le coach altéro, c'est le kiné qui doit parler. Il faut savoir Mhm. bah, prioriser et hiérarchiser en fonction du degré de gravité, du moment où on est dans la blessure. C'est sûr que quand le mec il vient de se péter, à J+1, J+2, c'est pas le moment de lui dire bah, tiens, tu vas me faire un arraché force ou un truc comme ça. Tu vois, Ouais. ça n'a pas trop de sens. Donc d'abord, on laisse place à la cicatrisation, on l'optimise, on accompagne on surveille les critères de gravité. Et effectivement, dès qu'on va pouvoir assez rapidement justement se mettre en mouvement, et bah, on va effectivement intégrer des gestes d'abord simples. Ok, tu vois, par exemple, Ok. pour des chevilles, j'aime bien aller chercher un truc tout bête, un tirage de bras, par exemple, d'arracher en restant en posture. Et n'importe quel en fait n'importe quel geste où tu vas rester, je pense que tu as un arraché fort, un épaulé Ouais, fort, c'est des ouais. trucs comme ça, où tu restes effectivement avec les talons surélevés. Déjà en fait, tu vas travailler aussi tes stabilisateurs de cheville, quoi. Mhm, Donc mhm. ça, effectivement, ça va être important à mettre en place. Et souvent, les patients, vraiment au cabinet, ils en sont assez friands. Tu vois, ils se prêtent au jeu. En fait, ils disent, ah tiens, oui, c'est un petit peu difficile, mais après, ils y reviennent quand même assez facilement. Ça Et challenge. donc, comment? Ça challenge le patient. Exactement, il faut les challenger, les patients. Il ne faut pas les prendre pour des gens qui ne savent pas soulever une barre. Tu vois. Enfin, souvent, ils y pensent pas, et donc il faut les mettre en confiance. Mhm, Et donc, plus on avance effectivement dans la réathlée, plus on se rapproche en fait de la réalité terrain, quoi. Donc, forcément, oui, on va réintégrer des contraintes en lien avec l'activité, mhm. Ouais. mais derrière, et tu vois, je reprends souvent l'exemple du ligament croisé, tu as pas mal d'études qui montrent que les mecs, par exemple, à 9 mois en post-opératoire, ils vont retrouver leur niveau de force max. Donc ça, on est content, super, à l'isocinétisme, ils sont propres et tout. Par contre, quand tu vas chercher plus loin sur une analyse, par exemple, du ratio de développement de la force, bah, tu vas voir en fait que c'est des mecs qui sont vachement en retard. Ils n'arrivent D'accord. pas en fait à fournir cette force assez rapidement. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que le mécanisme d'entorse, c'est 40 millisecondes, si ton muscle n'est pas capable de réagir bah, dans cette tranche-là, t'as beau être le plus fort du monde, tu vas te reniquer derrière, quoi, avec Mhm. bien sûr d'autres paramètres. Ouais. Mais il faut faire intervenir justement le développement de la puissance et le développement du RFD Mhm. à un Ouais. moment dans la rééducation, quoi. Donc, quand tu parles de RFD, taux de développement de la force, on traduit souvent ça par l'explosivité. Et c'est vrai qu'on voit souvent l'explosivité comme un facteur de performance, mais là, tu viens très bien de l'illustrer. L'explosivité, c'est aussi un facteur de prévention des blessures. Ouais, complètement, complètement. Ouais, super intéressant. Ouais. Super intéressant. Et toi, quel type de blessure tu vois le plus souvent au handball et comment l'haltérophilie, elle peut arriver dans la prévention des blessures? Tu as évoqué tous les exercices de force, enfin, en force, les tirages de bras Mm. d'arraché, etc., pour remettre de l'activation sur des surfaces d'appui réduites au niveau de l'appui plantaire. Ouais. Est-ce que tu as d'autres exemples euh, comme ça? Bah, justement, tout ce qui va être réagir très très vite sous la barre, donc comme je disais tout à l'heure, les passages et les chutes, enfin, je trouve que Ouais, c'est vraiment des exercices qui ok, sont, qui sont vraiment très très intéressants. Et il y a quelque chose que j'essaie de développer, alors c'est un peu hybride, hein, il n'y a pas d'études sur le sujet,
à la fois autant pour l'apprentissage de l'haltérophilie, donc vraiment la personne haltérophile qui peut s'améliorer, et pour le patient. Je ne sais pas si tu connais ce système, les lunettes stroboscopiques. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais Je vais revenir hein, sur l'intérêt de la prévention après, mais je me suis rendu compte que dans ma salle, là où je m'entraîne, il y a un miroir et j'ai pas le choix de. Le miroir, il est devant moi, je peux pas regarder ailleurs. Et j'ai développé une espèce de dépendance visuelle pendant que je suis en train de faire de l'haltéro. Je regarde mon geste et tout. Et quand je fais de l'haltéro dans une autre salle où il n'y a pas de miroir, je trouve pas mes repères en fait. J'ai du Ouais, mal. c'est Et du marrant coup, que tu me dis ça l'intérêt. parce que tu vois, moi j'ai commencé l'haltérophilie dans un club à Clermont-Ferrand et il y avait un Ouais. miroir et je m'entraînais parce que je m'entraînais un petit peu tout seul et je m'entraînais effectivement face au miroir. Et le jour, on m'a dit, mais tu sais, en compétition, t'as pas le miroir. Et effectivement, j'ai fait exactement la même remarque que toi. Je suis passé d'un geste à guidage visuel à un geste guidage proprioceptif et j'ai l'impression que je ne savais plus faire d'haltéro. Ah, mais là, justement, tout l'enjeu est là pour la prévention et l'apprentissage moteur. En fait, l'intégration motrice, elle va être beaucoup plus intéressante si tu te bases sur des focus externes et si tu n'as pas de dépendance visuelle. Donc, pour l'apprentissage en haltéro, je trouve c'est intéressant de pourquoi pas mettre les lunettes ou de pas se mettre devant le miroir tout simplement. Et donc, Ok, comme tu disais, faire appel aux afférences proprioceptives. Et pour le côté prévention, bah, ça va être intéressant, effectivement, pourquoi pas, d'intégrer ces deux outils, à la fois la réception rapide sous la barre, donc explosivité, réactivité au sol, et perturbation justement visuelle via l'utilisation de lunettes comme ça, tu vois. Donc, ok. moi, j'aime bien mixer un petit peu les deux approches. Bon, c'est vrai que sous la barre, ça fait un style assez particulier, quoi. Mhm. Mais c'est quelque chose qui peut être intéressant, quoi, de mixer les deux approches, en fait, le monde de la kinésithérapie et le monde effectivement de l'haltéro. Je trouve qu'il y a des complémentarités pour la prévention, quoi. Excellent, excellent, excellent. Est-ce que tu penses qu'il y a des contre-indications à l'utilisation de l'haltérophilie en réathlétisation? Oui, complètement. C'est juste un truc qui s'appelle le bon sens. Ouais, Tu vois, par exemple, moi j'avais un gars là il y a pas longtemps au club. Bon, il est raide comme un clou de cercueil. Il a 33 piges. Ça va être compliqué, tu vois, quand son élévation maximum, elle est à moins 40 degrés, ça va être difficile de lui faire passer une barre au-dessus de la tête, tu vois. Donc, Mhm. déjà, ça, enfin, si tu sens que le mec, en fait, il n'est pas apte du tout et tu risques plus de le flanquer qu'autre chose, ça demanderait un travail beaucoup trop long, en fait, pour obtenir un résultat même juste médiocre, tu vois, Ouais, 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 c'est pas le moment. Et puis ensuite, l'autre contre-indication, c'est si la personne, elle a pas envie, tout simplement. ouais, Si elle ouais, dit non, écoute, tout à fait. c'est pas une approche qui me plaît, on doit avoir justement suffisamment de cordes à son arc pour dire, tiens, ben Propose oui, on autre va chose. faire autre chose, quoi. Mhm. Mais en soi, après, si t'es un bon commercial et que tu vends bien ton truc, soit il y a pas de contre-indication majeure, c'est juste les délais de cicatrisation aussi, tout simplement, quoi. Faut laisser le Mhm. tissu vivre tranquillement. Et après une opération, tu vois, je prends l'exemple d'un latargé, donc post luxation d'épaule, bah effectivement, tout le travail en overhead, ça viendra vraiment en fin de réathlé. C'est pas le moment de commencer avec ça tout de suite, quoi. Parce Ouais, que ouais, le ouais, côté aussi anxiogène, il est important. Mais derrière, tu peux t'en servir pour regagner en confiance. d'accord. Ouais, et l'intérêt de l'haltéro, c'est que ça peut être hyper progressif sur la complexité des mouvements, mais aussi sur les charges, donc sur les contraintes que tu fais subir, mais aussi sur les impacts. Donc Ouais, bien sûr, il ouais. y a plein de facteurs à moduler qui peuvent permettre de remettre en charge progressivement l'athlète et le remettre petit à petit en confiance, effectivement. Est-ce que tu peux nous partager un exemple de cas concret où l'haltérophilie a été hyper bénéfique en réathlétisation pour un joueur? Ouais. Alors, déjà, je vais commencer pour un joueur. Alors, un joueur qui a eu pas mal de problèmes de dos, des hernies discales avec contact sur le nerf, donc ça, c'était presque paralysant, tu vois, donc ça a Ok. été une période assez compliquée. Il a récidivé en plus. Et c'est un joueur qui, malheureusement, du coup, revient physiquement, mais il y a un certain manque de confiance, en fait, de confiance dans le dos. Donc, effectivement, lui nous dit, bah, les squats, les deadlifts, t'es gentil, mais c'est pas mon délire pour le moment. Hmm. Et donc, on essaie de réintégrer progressivement, pas forcément pour le développement de la qualité physique, mais pour le côté, en fait, confiance en soi. Et on sait que justement, la confiance aussi, c'est un paramètre déterminant Clairement. dans l'haltéro, hein, pour passer sous la barre. Et du coup, là, voilà, j'essaie de m'en servir pour ce côté confiance. On se sert aussi de quelques postures, quelques positions pour le côté mobilité, parce faut qu'il entretienne sa mobilité.
Et il me disait hier que justement sa femme disait que voilà, il était encore plus mobile qu'avant, donc Excellent. c'est plutôt chouette. Mais voilà, c'est vraiment d'amener progressivement ça pour la confiance, quoi. Parce que oui, il y a le côté physique, mais il faut pas négliger le côté aussi psychologique. Et Hmm. je trouve que l'haltéro, dans ce sens, ça peut avoir un impact aussi, quoi. Ouais, ouais. Donc ça, c'est pour le côté joueur. Et moi, un exemple qui m'a marqué quelques jours après avoir fini la formation coach haltéro. C'était avec un patient âgé, l'un des rares patients âgés que j'avais. Et je m'étais dit, bah, tiens, pourquoi pas, je vais réviser un petit peu le répertoire gestuel avec lui. Et il était tout content en fait de se dire tiens ben voilà enfin un mec qui me prend pas pour un glandu, qui me propose des choses difficiles, qui me prend pas pour un grabataire et tout ça. Et du coup il était juste tout simplement de faire tu vois juste des tirages tout simples et de bosser ça. Et ça l'a vraiment éveillé. Il était super content. Après il était motivé pour aller en salle de sport, s'entretenir. Et donc je me dis tu vois Génial. si au moins sur un seul mec comme ça je l'ai fait sortir un peu de la sédentarité et à tout âge Trop je bien. me dis, bah ouais, ça a un impact significatif sur la population générale, quoi. Bah, l'haltérophilie, j'ai envie de te dire que c'est OK pour des enfants de 5 ans et c'est OK aussi si on l'amène progressivement pour des personnes âgées. Moi, je suis passé par le club d'haltérophilie d'Orléans et il y a une dame qui avait développé le concept d'haltérosanté qui s'appelle Christine Bourges. Et au début, j'avais été surpris de voir des personnes d'un certain âge faire de l'haltéro et au fur et à mesure des séances et des années que j'ai passées là-bas, j'ai compris vraiment l'intérêt de cette discipline adapté en termes de charge, en termes de complexité de Bien sûr. mouvement, en termes d'impact. Mais je voyais les bénéfices, c'était incroyable, quoi. Donc, félicitations de l'avoir intégré dans ton cabinet avec ce type de patient. Je pense qu'il a dû être surpris, mais au final, agréablement surpris. Bah ouais, quand je pense que tu arrives à créer une espèce d'étincelle ou une surprise chez le patient, Ouais, tout à fait. l'adhésion en fait au traitement est encore meilleure, quoi. Ouais. Et que ça soit en prépa ou plus en réalité, pour ce qui te concerne, quel retour tu reçois des joueurs sur les séances où justement il y a des exercices d'haltérophilie? Je sais pas si je peux le dire comme ça à nouveau, mais bah, je vais le dire quand même. Ils en chient grave. Ils sont dans le dur. Ils sont Ok. clairement dans le dur, quoi. C'est vraiment, ils sont en mode. Tu vois, les mecs, ils sont costauds, hein, c'est des Golgoth et tout. Alors, je parle des handballeurs. Tu Mhm. leur demandes de faire un développé d'arraché en position même de semi-flexion. Ouais. Ils sont au bout de leur vie. Ils sont Ouais. clairement au bout de leur vie, quoi. Donc, moi, je trouve ça génial. Et c'est aussi quelque chose pour leur dire, bah, tu vois, tu pensais que tu étais fort et en fait, regarde, moi, à côté de toi, je suis rien, je suis pas un sportif pro et tout ça. Et pourtant, je peux te montrer un truc en ayant une posture relativement décente et je peux te pousser une barre à 30 kilos, 40 kilos, alors que toi, la barre à vide, elle a du mal à passer, tu vois. Cet exercice, Donc souvent, il est ils sont. redoutable. Ouais. Il est redoutable, Ouais, cet ouais, ah exercice. non, ça, c'est les développés d'arraché ou d'épaulé, ça fait toujours son effet. Mais clairement, ouais, c'est souvent le truc qui en sort, c'est ils sont surpris par la difficulté, en fait, et la rigueur que ça demande. Donc, ceux qui ont l'esprit un petit peu du challenge, et en général avec les handballeurs, c'est cool parce qu'ils sont quand même, c'est des compétiteurs, donc Mhm. ils lâchent pas l'affaire. Ils disent non, non, je continue tant que j'y arrive pas, je vais continuer. Des fois, avec les patients en cabinet, il faut s'adapter un petit peu, tu vois, quand il D'accord. faut placer le curseur pile poil où il faut pour que ce soit accessible et qu'ils aient envie de reproduire. Et justement, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as dû ajuster ou repenser l'utilisation de l'haltérophilie dans ton approche, que ce soit avec des handballeurs ou avec des patients au CAB? Oui, forcément, il y en a, bah, je voulais les mettre assez vite sous la barre, toi, surtout quand tu sors de formation, que tu es en train de développer un outil, tu es en train de l'apprendre, tu as envie de faire de l'haltéro chez tout le monde. Donc déjà, faut pas oublier que c'est pas forcément pour tout le monde. Donc c'est bien, j'ai pris des leçons comme ça au fur et à mesure en me disant, bah tiens, oui, non, lui, ça avait aucun intérêt de le faire, c'était juste pour le côté peut-être un peu orgueil, tu vois. Mhm. Et après, l'adaptation principale, bah, c'est quoi? C'est juste rejouer sur la charge, quoi. Au début, je pensais que, pareil, sur des handballeurs, ils allaient soulever des charges assez lourdes. Et en fait, pas du tout, parce que la technique n'étant pas là, bah, il faut d'abord retravailler la technique. Mhm. Et au contraire, tu vois, par exemple, sur certains patients au cabinet qui m'ont surpris, je leur faisais travailler avec un balai, une barre à vide. Et très vite, en fait, je me suis aperçu que ça passait nickel, tu vois. Ils avaient la mobilité, ils avaient la force, et eux-mêmes étaient surpris. Donc j'ai dit, bah vas-y, on poursuit, on voit jusqu'où tu peux aller en gardant une bonne technique. Et t'en as certains, voilà, qui passaient des barres assez intéressantes en gardant une technique correcte, alors qu'ils venaient d'apprendre le truc 30 minutes avant, Excellent. tu vois. Donc, Excellent, ouais.
Donc voilà, autant des adaptations vers le haut que vers le bas. Et c'est aussi, je pense, le côté important en kinésithérapie, c'est qu'il faut pouvoir s'adapter très vite, en fait, d'analyser ce qui cloche et d'avoir un exercice, une idée d'exercice, d'avoir tout le panel de l'exercice vers le plus, tout le panel de l'exercice vers le moins Ah, pour ouais, c'est pouvoir ça, ouais. effectivement te suivre dans ton S'adapter, idée, ouais. quoi. Ok, merci pour ces réponses. On va Ouais, parler maintenant de la synergie entre kinésithérapie et ouais. haltérophilie. Alors déjà, comment la formation à l'haltérophilie que tu as pu faire avec nous à la fédération, ça t'a permis d'enrichir tes compétences de kiné? Moi, tu vois, à la base, j'utilise déjà beaucoup le côté avec n'importe quel patient, surtout les patients rachialgiques, donc ceux qui ont mal au dos, utilisation de la charge. En fait, très Ok. souvent, ils se sentent incapables en fait de soulever des charges. Ils ont beaucoup d'idées préconçues sur comment il faudrait soulever une charge. Donc ça, c'est dû à des années et des années de d'ergonomie un petit peu pas mal enseignée, mais avec des petits abus, quoi. Et donc justement, moi, j'essaie très très vite de leur faire ne serait-ce qu'un simple deadlift ou des choses comme ça. Alors, quand ils sont dans l'aptitude physique de le faire, hein, quand les Hmm. mecs ils sont paralysés ou autres, c'est clairement pas le moment. Mais effectivement, comme pour la réathlée, j'essaie de très vite mettre ça en place. Et du coup, la formation haltéro, elle m'a permis un petit peu de cadrer, de me proposer aussi beaucoup plus de dérivatifs d'exercices, des progressions, des régressions. Et du coup, effectivement, ça complète pas mal le panel d'exercices que je proposais déjà à mes patients. D'accord. Et aujourd'hui, même qu'avec des patients un peu plus sportifs, tu vois, par exemple, si j'ai des crossfitters en soins, voilà, on parle enfin le même langage, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus facile, ça va plus vite. Et puis ils voient que ils utilisent aussi des termes techniques, des fois un petit peu pour me piéger tout ça. Et je Ok. sais de quoi on parle et tout. Donc ils ont aussi ce côté confiance. Ils disent bah tiens voilà quelqu'un qui s'y connaît, qui maîtrise l'outil. Et du coup forcément pareil pour l'adhésion du patient au traitement, bah, clairement c'est beaucoup plus fluide. Donc ça passe bien quoi. Et ça fait des traitements qui réussissent encore mieux. Excellent. Et pour rentrer un petit peu plus dans le détail, toi, c'est quoi les nouveaux outils ou la nouvelle approche que tu as pu avoir grâce à cette formation coach altéro? Le répertoire gestuel. Ah, yes. Ça, c'est vraiment le truc très, très complet. Alors, j'en ai pas encore fait tout le tour. J'essaie justement, là, je m'étais fixé des petits objectifs 2024 qui étaient plus orientés sur l'arraché, 2025, donc beaucoup plus sur l'épaulé jeté, de maîtriser voilà, l'ensemble du répertoire gestuel, de comprendre, de performer un petit peu sur chaque. Et c'est vraiment un outil qui est énorme justement parce que ça me permet de fournir tellement d'idées d'exercice parce que en soi, en kiné, voilà, quand tu fais de l'actif, tu prescris beaucoup d'exercices et du coup, d'en avoir des différents justement à proposer en fonction de la situation, parce que comme on a dit tout à l'heure, faut savoir vraiment s'adapter. Yes. Le répertoire gestuel, c'est quelque chose de très très riche, tellement riche qu'on peut mettre quand même beaucoup de temps à en faire le tour et à le Mhm. maîtriser. Donc ça, c'est le premier truc. Et après, la table de Baroga, alors pas l'historique, mais la compléter et enrichie, Yes. que j'avais trouvé notamment dans le livre de Renaud Le Chevalier, qui est vraiment un très bon bouquin. C'est un peu mon bouquin de chevet en ce moment, clairement. Et du coup, en fait, j'en ai fait un tableau Excel. Comme ça, en fait, c'est beaucoup plus simple par objectif. Je sais exactement, ben voilà, la charge directement plutôt Mhm. que de revenir au bouquin à chaque fois. Il faut lire la ligne. Et donc, d'un point de vue programmation, en fait, quantification de la charge, ça permet de donner aussi des objectifs théoriques par rapport à tel semi-technique en fonction de l'objectif sur le technique, ce que je veux faire. Donc, c'est un super outil et bien complémentaire justement avec le répertoire gestuel, quoi. Ouais, c'est vrai que ça donne une bonne base pour déjà avoir une première estimation du niveau de charge qu'on peut mettre sur un exercice semi-technique. Et Ouais, bien évidemment, on l'ajuste au réel de ce qu'on voit notre patient faire, hein, bien ou sûr. notre athlète. Mhm. Euh, Comment la biomécanique spécifique à l'haltérophilie, ça influence ton approche de la réathlétisation ou même de la rééducation? Bah, c'est plutôt dans le côté analyse biomécanique, en fait. Ce qui m'a plu justement dans la formation, c'est qu'on retrouve des choses qu'on fait en kiné sur le côté analyse du geste, position de départ
exécution, position d'arrivée. En fait, quand tu vas analyser un geste en kinésithérapie, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, tu as la position de départ, l'exécution, la Mhm. position d'arrivée. Et du coup, il y a vraiment des synergies qui sont bien entre les deux. Donc, c'est plutôt ce côté, en fait, analyse de la biomécanique que je trouve assez pertinente et enrichissante que le côté biomécanique en elle-même. Parce que c'est des gestes qui sont assez différents. Alors, tu as le côté triple extension, effectivement, pour tout ce qui va être le saut, Mhm. qui va être très, très pertinent à faire des ponts dessus. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment ce côté l'analyse biomécanique qui fait vraiment sens, en fait, dans les deux disciplines, quoi. Ouais, tu te souviens de ce tableau qu'on vous avez fait faire avec Florine, avec les différentes phases du mouvement, et effectivement, Oui, début de oui, la phase, exécution de exactement. la phase, fin de la phase, et effectivement, Ouais, c'est un outil qu'on nous ressort souvent par rapport à quand on demande aux gens qu'est-ce qui vous a marqué dans la formation, ils nous disent, ouais, c'est vrai que cet outil-là, pour mieux comprendre le geste haltéro, c'est hyper ah ouais, pertinent, et ouais, t'es pas le premier c'est à me sûr. dire, je l'ai réutilisé dans d'autres choses que l'haltéro. Mm, mm. Est-ce que tu utilises des outils de mesure ou des outils d'analyse spécifiques pour optimiser le mouvement d'haltérophilie chez tes patients? Déjà, il y a le côté prise de vidéo frame by frame. Là, alors, je sais plus c'est quoi le nom de l'application. WL Analysis? Exactement celle-là, qui est top. Tu as la version gratuite qui est tout à fait satisfaisante. Mhm. J'ai voulu aller un petit peu plus loin, j'ai pris la version payante et du coup, ça te donne des petites fonctionnalités en plus qui sont Ok. vraiment sympas pour analyser déjà la trajectoire de la barre. Mhm. Parce qu'une fois que tu maîtrises, c'est bien de voir un petit peu ta trajectoire. Voir aussi le côté mètres par seconde, les accélérations que tu mets. Dans ce sens, du coup, là, moi, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, même pas 2 semaines, une semaine, un outil de VBT, donc Velocity Based Training, Ok. que j'utilise du coup maintenant pratiquement pour tout. Alors, le développement athlétique chez les patients, ça marche très très bien parce que ça te fait un feedback en temps réel. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et en haltéro, du coup, pareil, pour voir plutôt les pics de vélocité. Ok. Chez les patients, pour le développement de la puissance, c'est plutôt la vélocité moyenne du geste concentrique. Et en haltéro, par contre, la mesure, ce sera plutôt le pic de vélocité. Et donc, ça challenge, je trouve un petit peu. Je dis, tiens, ben voilà, sur mon arraché, je sais que là, quand je suis à mon max, je fais 2,50 mètres par seconde. Et puis après, voilà, il faut que je compare avec ce qui se fait dans la littérature, justement, sur telle ou telle phase. Donc, je trouve que Ok. les deux complémentaires ensemble, voilà, l'analyse avec l'analyse de la trajectoire et un feedback direct sur l'accélération de ta barre, c'est des choses qui sont pertinentes et surtout pour l'apprentissage direct, le feedback direct, même si des fois il faut savoir aussi travailler à nu, si je peux dire, Tout à fait. Tout à fait. sans outil, quoi. C'est quel dispositif que tu as acheté? Le Vitruve, Ok. Ok. voilà, On a consacré un numéro sur le ouais, VBT avec Elisa Go, qui est la data scientist de l'INSEP. Justement, ok, on a abordé ok. les différents dispositifs, donc c'est rigolo que tu évoques ça. Euh, on va parler un petit peu de la collaboration que tu peux avoir au sein de tes différents staffs vis-à-vis de perception, de limites, éventuellement Mhm. de défis vis-à-vis de l'utilisation de l'haltérophilie. Ouais, j'imagine que c'est du travail pour ancrer l'utilisation de la discipline comme Ouais. outil de préparation ou comme outil de réathlétisation, puisque moi je suis aussi passé par là en tant que préparateur physique dans différents contextes de sport collectif. Est-ce que toi, tu as en tête des idées préconçues ou éventuellement des résistances auxquelles tu dois faire face pour promouvoir l'haltérophilie comme moyen de réathlétisation ou éventuellement de préparation physique? À nouveau, je vais scinder ma réponse en deux. Il y a le côté, effectivement, ce qui se passe au cabinet et après ce qui se passe au club. Au cabinet, les gens qui déjà ils connaissent pas la discipline, ils savent pas ce Ouais, que c'est que l'haltérophilie, c'est pas répandu en France. Ils confondent beaucoup haltérophilie et bodybuilding. Donc déjà, j'essaie de leur faire c'est vrai. comprendre que ça n'a strictement rien à voir. Et après, comme déjà il y a cette relation thérapeutique qu'on a, donc ils ont quand même une confiance dans ce que je leur apporte aussi par le côté bouche à oreille. Ils savent très bien que quand ils viennent chez moi, ils vont y passer, quoi. C'est-à-dire ils vont devoir à un moment se soulever de la charge. Et donc, s'ils sont venus, s'ils m'ont appelé, c'est qu'ils sont déjà prêts, en fait, à s'engager. Mais il y a Mhm. toujours quand même un peu cette peur. Il y a de l'appréhension, forcément, à mobiliser une charge. Donc, voilà, progressivement, en fait, j'essaie de leur apprendre ça. Et ça passe plutôt bien.
Pour le Ok. côté monde professionnel, c'est un petit peu plus compliqué parce que si déjà t'es pas le prépa physique, on va dire attitré du club, c'est difficile d'amener des notions chez, chez, chez la personne concernée. Et du coup, d'utiliser effectivement l'outil, bah, ça fait peur. Ah, c'est des charges. Donc tout de suite, effectivement, on va sortir des termes comme la charge d'entraînement, la quantification de la charge, ça fait peur, tout ça. Donc, Hmm. qu'est-ce qu'on développe? Donc, c'est sûr que c'est pas toujours évident, mais après, je pense que ça dépend beaucoup de l'ADN, l'ADN du club, hein, et Ouais. aussi le La rôle culture. Ouais. prépondérant voilà, la culture. En fait, c'est une question de culture. Bon, déjà en France, la culture de l'haltéro, je pense, encore à développer par rapport à certains pays, tu vois, comme Hmm. l'Iran, des trucs comme ça, où c'est beaucoup plus ancré, ou les pays de l'Est, par exemple. Mais du coup, voilà, c'est vraiment des réticences qui viennent du staff, mais aussi qui viennent des joueurs. Des fois, ils ont peur aussi de se blesser, hein. Ça, c'est un truc que j'ai entendu pas mal. Ils ont peur de la blessure en se disant, ah, mais c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Et du coup, forcément, ça entraîne de l'anxiété parce que bah, s'ils se blessent pour une raison X ou Y, bah, ils sont indisponibles. S'ils sont indisponibles, ils jouent pas. S'ils jouent pas, bah, c'est compliqué pour leur carrière, quoi. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Il faut l'amener de façon très progressivement. Je pense que c'est comme pour tout, spécifiquement en France, il faut prendre le temps de faire les choses, que l'idée germe dans la tête des uns et des autres, d'exposer graduellement, faire sauter un petit peu ces barrières d'appréhension. Et ensuite, c'est via la bonne communication et la participation de chacun que tu peux faire changer les choses, Hmm. quoi. Ouais, ouais, tu as évoqué l'aspect progressivité. Moi, j'ai été aussi confronté à ça dans le foot. Souvent, je me disais, je pourrais faire beaucoup plus complexe, beaucoup plus lourd, faire soulever beaucoup plus vite, aller beaucoup plus vite dans le process. Mais je me disais, attention, même si tu sais qu'on peut faire plus, on va pas le faire parce que ça va créer des réticences et tout ce que tu as évoqué, la peur de la blessure, l'effet sur la charge d'entraînement, j'y étais confronté et j'ai eu exactement la même stratégie que toi. Et je me disais, en fait, c'est un problème d'éducation à la fois des staffs et à la fois des joueurs. Et j'étais du coup persuadé que pour faire avancer les choses en préparation physique d'un point de vue général et encore plus dans l'intégration de l'haltérophilie en préparation physique, à mon sens, ça serait pertinent de le proposer dès le centre de formation et dès le pôle espoir. C'est ce que j'avais fait sur le pôle espoir football à Talence. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose dans le handball qui devrait être intégré dès les centres de formation et dès les pôles espoir? Ouais. Pour répondre déjà aussi à une question que tu as posée tout à l'heure, qu'est-ce qui m'animait pour intégrer la formation chemin coach Actero, bah, la finalité, ça serait ça en fait. Moi, ça serait de pouvoir proposer des initiations à l'haltérophilie chez un public jeune, idéalement jeune sportif avec velléité, pourquoi pas de percer. Donc effectivement, tout ce qui va être en pôle, ça va être intéressant, en centre de formation aussi. Euh, pour moi, c'est essentiel parce qu'en fait, les mecs, quand ils sont en pro, ils n'ont pas le temps. C'est Ils n'ont ça. pas le temps d'apprendre, en fait. Ils ont le temps de pratiquer. S'ils connaissent déjà, tant mieux. Mais en fait, de refaire toute la partie mobilité, éducatif, tout ça, le planning, souvent, il est trop chargé. C'est trop compliqué à mettre en place chez le joueur pro si c'est pas déjà intégré depuis bah, l'enfance, quoi. Donc, bah, il Mhm. faut prendre le problème à la base. C'est quoi? Bah, c'est l'apprentissage, l'éducation, effectivement, du jeune sportif. Et derrière, ça doit se faire éventuellement, si on va aller plus loin, bah, peut-être même dès le collège, quoi. Mais pareil, bah, tu vois, dans certaines universités, dans certains collèges, dans les pays anglo-saxons, bah, c'est déjà des trucs qui sont intégrés. En Tout à France, on fait, ouais. fait quoi? On fait de l'endurance, quoi. On fait de l'endurance, on fait de l'escalade. Alors, je dis pas que c'est pas bien, attention, hein. Mhm. Mais derrière, effectivement, on pourrait le mettre en place de façon beaucoup plus précoce, quoi. Précoce, ouais, Et c'est du coup, ça. bah, dès que j'ai un patient jeune qui vient au cabinet, souvent je les vois pour des Osgood-Schletter, pour des maladies de Sever ou des trucs comme ça, vu que c'est des pathologies où on doit temporaliser, on doit dire, bon, ben, ok, ton activité foot, basket, pour l'instant, on le met en parenthèse, c'est peut-être une bonne occasion pour apprendre autre chose, d'accord? La Clairement. coordination, le travail des placements, la mobilité, tout ça. Et c'est des trucs, du coup, il faut profiter. Je dis, un sportif blessé, c'est l'occasion d'en faire un meilleur athlète. Mhm, mhm. Et quand ils sont jeunes, c'est là que c'est idéal. Mais après, bah, à mon échelle, au cabinet, tu vois, pour l'instant, c'est pas assez. Et donc, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais qu'on puisse développer effectivement beaucoup plus dans les pôles, dans les centres de formation. Mais derrière, bah, ça passe par quoi? Ça passe par effectivement bah, des décisions qui sont fédérales aussi. C'est Et je ça. m'étais renseigné déjà, et effectivement, ben,
non, les jeunes, faut pas y toucher. Si tu fais des soulevés de charge, ils vont pas bien grandir, ils vont se blesser. Donc on est encore à ce niveau-là en En 2025, ouais. 2024-2025, tu vois. Donc Ouais, c'est clair. c'est un peu compliqué. Mais pour moi, c'est l'avenir. C'est ce qu'il faudrait faire, bien entendu, quoi. Ouais, Donc ouais. moi, j'aimerais bien à terme, pourquoi pas, dans le centre de formation à Chartres, pouvoir proposer ça, des initiations en fait aux gars, tu vois, parce ils sont dans leur début de vingtaine à peine, fin d'adolescence. Et ça serait le moment idéal en fait pour le faire, quoi. Pas des choses compliquées. À nouveau, c'est pas le but d'en faire des haltérophiles, mais au moins de reprendre sur des routines de mobilité, sur des placements, sur générer une accélération, des changements de rythme. Mhm. C'est ce qu'ils vont retrouver plus tard après. Et une fois que ça s'est D'accord. intégré, super, quand ils sont pros, on communique facilement, on bosse bien, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. Tu vois, c'est une idée qui me tient à cœur et je pense que je vais pas la lâcher avant un moment, peut-être pas avant que ça soit fait, justement. Tu vois, je me souviens, j'avais fait une conférence à Paris il y a 7 8 ans sur l'utilisation de l'haltérophilie en préparation physique. Et là, vient le temps des questions-réponses à la fin de la conférence. Et là, il y a quelqu'un dans le public qui me pose la question, à partir de quel âge vous recommandez de commencer la pratique de l'haltérophilie en préparation physique chez les jeunes athlètes? Et là, vrai dilemme dans ma tête, je me dis, est-ce que je dis ce que je pense vraiment ou est-ce que je fais une réponse adaptée à un public français de la fin des Ouais. années 2010? Là, je me dis, bon, ben, allez, j'ai pas envie que tout le monde me siffle à la fin de la conf. Je fais une réponse adaptée, mais je dis, bon, ben, entre 10 12 ans, je pense que c'est le bon moment pour commencer. Et là, il y a une personne au premier rang qui dit, ah, ben, je suis pas d'accord avec vous. Pour moi, le bon âge pour commencer, ça serait plutôt 5 6 ans. Et, Ah, là, bien. là, je me dis, bon, j'ai de la Yes. chance, parce que cette personne-là, c'était une personne très cotée en médecine du sport. Et C'est je génial. lui ai avoué que j'avais fait une réponse un petit peu commerciale et que je pense Ok. exactement comme lui, tu vois. Donc, c'est marrant Bon, c'est cool. ce que tu me C'est dis cool. aussi. Pour toi, est-ce qu'il y a justement des obstacles qui sont spécifiques au handball, qui complexifient l'intégration de l'haltérophilie? Tu as évoqué un petit peu le fait qu'on commence peut-être trop tard. Est-ce que tu Ouais. vois d'autres choses? De commencer trop tard, les calendriers, tu vois, sur les grosses Ouais. équipes, des fois ils ont deux matchs par semaine, donc tu es plus dans le côté optimisation de la récupération que vraiment développement des qualités athlétiques en cours de saison. La culture, donc effectivement, déjà du handball qui intègre pas forcément l'haltérophilie dans tous les clubs, enfin pas de façon, on va dire, très élargie. Mhm. Et voilà, les staffs qui sont des fois un petit peu frileux à mettre ça en place. Donc, mais aussi, comme tu disais, c'est une question d'éducation, de culture. Il faut le faire à la base. Et pour ça, je pense que la Fédé d'haltéro et musculation a tout son travail en communication à faire là-dessus et à s'intégrer chez un public jeune, quoi. Ouais. Je sais que Olivier Morelli est très féru d'haltérophilie aussi. Et je sais que son rôle dans le handball français est quand même assez important. Donc Ouais, peut-être que ça sera un précieux allié pour faire évoluer tout bah, ça. j'espère. Ouais. Et je pense qu'il y contribue déjà fortement. Ouais. Bon, mais super tout ça. C'est hyper riche d'écouter tes réponses et tes conseils. Justement, en parlant de conseils, on va terminer un petit peu sur ça. Quel conseil, toi, tu te donnerais à un kiné qui serait intéressé par la formation coach altéro? De foncer, d'y aller, go, go, go. Clairement, il faut, alors, quelle que soit la formation qu'ils choisissent, je lui dirais d'y aller, éventuellement quand même de pratiquer d'abord. Moi, je pense que c'est un truc qui m'a manqué un petit peu, c'est de faire le tour un petit peu alors pas du tout le répertoire gestuel, parce que sinon il va attendre quelques années avant de faire sa formation, D'accord. mais voilà, de rebosser un petit peu sur les mouvements, si effectivement, comme souvent on trouve, c'est des gens qui viennent du CrossFit, de se reposer un petit peu plus des questions sur cette partie vraiment altéro, voilà, de bosser les mouvements de base pour que ils soient exposés à une difficulté et ensuite en formation, en fait, avoir un questionnement pertinent et pouvoir y répondre en formation, tu vois. Donc déjà Ouais, d'avoir le questionnement avant d'arriver à la formation, d'accord. je pense que c'est vraiment le truc à faire. Mais clairement, je trouve que c'est une formation qui est tout à fait adaptée au public kiné. Mhm. Parce que kiné du sport, on doit maîtriser le geste, on doit maîtriser le geste sportif et il faut pouvoir maîtriser l'outil, quoi. Pour Mhm, moi, mhm, un mhm. kiné du sport ou même un prépa physique qui ne sait pas toucher une barre, je suis désolé, alors c'est un avis peut-être un peu tranché, un peu extrême, mais c'est pas un gage de crédibilité, quoi. Mhm. Je C'est, partage ton avis. voilà, merci.
Et selon toi, est-ce qu'il y a des qualités qui sont indispensables pour utiliser l'haltérophilie en kinésithérapie? Je pense qu'il faut être observateur, déjà, effectivement, sur les qualités de placement. Ça, c'est un Ok. truc, normalement, on est assez exercé en kinésithérapie pour ça. Être bon communicant, savoir effectivement amener l'outil, évaluer le degré de difficulté par rapport au patient, savoir planifier aussi quand même. Donc là, on est plus sur la dimension presque prépa physique, savoir Mhm. remédier. Tiens, j'observe effectivement une difficulté. Qu'est-ce que je mets en place pour remédier à ça? Donc effectivement, je fais des régressions d'exercices pour revenir à mon point de départ. Donc c'est un petit peu ce côté-là, effectivement, je pense qui est nécessaire en termes de qualité à avoir, quoi. Ok. Donc autant des qualités d'analyse que des simples qualités humaines, quoi. Yes. Yes, yes. Est-ce que tu vois, toi, d'autres sports où l'haltéro, ça pourrait avoir un rôle important dans la réathlétisation et éventuellement dans la préparation physique? Bah, dans n'importe quel sport où il faut courir, sauter, donc à peu près tous les sports. Donc c'est plutôt, tu vois, moi j'irais chercher à l'inverse, tu vois. Dans quel sport tu ne conseillerais pas l'haltérophilie, les sports de précision, le tir, ou des trucs comme ça, tu vois, à la limite. Voilà, mais non, dans tous les sports, ça peut être utile à une plus ou moins grande échelle. Et tu Mhm. vois, par exemple, la lutte, c'est quelque chose qui est très, très développé. Déjà, par des racines, justement, des cultures qui sont assez convergentes. Ouais, C'est beaucoup les bons lutteurs, voilà, ils viennent souvent des pays de l'Est, hein, même en France, hein. Et du coup, c'est des gars voilà, quand tu les vois faire leur soulevé de barre, alors aussi parce que la salle de lutte est juste à côté de la salle de muscu, hein, quand on a c'est fait ça. la C'est ça. formation la dernière fois, là, ben, j'ai croisé plein de lutteurs, tu vois, plein de copains, quoi. Et du coup, forcément, ben, c'est des mecs qui ont l'habitude de toucher des barres, quoi. Donc Mhm. effectivement, c'est dans ce sens où la culture, elle va être importante aussi pour savoir si je maîtrise ma barre ou pas, quoi. Ouais, clairement, clairement. Tu vois, c'est marrant ce que tu me dis parce que là, on est en train de développer un projet avec un étudiant de DE qui est lutteur justement. Et on va essayer de mettre en place une compétition mixte lutte altéro parce que dans le club où il est, en fait, la salle de muscu, elle est juste à côté de la salle de lutte, mais collée, tu vois, il n'y a même pas de porte entre les deux. Et Ok, il me ok. dit, ouais, nous, on utilise énormément ça en préparation physique. Et ben, je dis, bon, ben, allez, on y va, hein. Comment toi tu vois évoluer l'utilisation de l'haltérophilie dans le domaine de la kinésithérapie et éventuellement dans le milieu du sport de haut niveau? Moi, je trouverais ça intéressant que, déjà, pour le côté kinésithérapie, dans la formation déjà de base du kinésithérapeute, on puisse réintégrer de façon un peu plus pertinente le côté kiné du sport, de faire des modules un peu plus spécifiques. Alors moi, dans ma formation, qui avant était en 3 ans, maintenant c'est passé en 4, on évoquait rapidement un peu la kiné du sport, mais c'était tout juste effleuré, parce Ouais, qu'aujourd'hui, encore en France, le kinésithérapeute français en IFMK, il est formé à devenir plus ou moins un kiné hospitalier, quoi. Donc, d'accord. sachant qu'il y a seulement 20% des kinés en France qui sont des kinés hospitaliers, il y a une petite incompréhension. C'est pour ça que très souvent, tu sors de l'école et quand tu es en libéral, bah, tu sais pas faire grand-chose, quoi. Tu sais pas Ah ouais, communiquer je avec ton comprends. patient. Alors, c'est de mieux en mieux, attention, je dis pas, hein, et on apprend au fur et à mesure. Mais je pense que déjà, en fait, si la quatrième année de kiné aujourd'hui servait d'année de spécialisation, de spécification, et de proposer, pourquoi pas, effectivement, des modules en kiné du sport, où on va aller chercher de l'analyse de la gestuelle, pourquoi pas, justement, sur le mouvement d'haltéro, et du travail, effectivement, de perfectionnement athlétique, là, déjà, ça serait beaucoup plus intéressant. Il y aurait beaucoup plus de kinés qui sortiraient sensibiliser à la pratique. Et Mhm. ça serait génial. Après, est-ce qu'aujourd'hui les IFMK et le ministère de la Santé est prêt à ça? C'est un autre débat. Mais voilà, ça serait effectivement dans un idéal, quoi. Et puis Ouais. après, bah, dans le milieu sportif de haut niveau, bah, pareil, il faut que je pense les fédérations se concertent un petit peu sur les fondamentaux. Tu vois, il devrait y avoir un petit peu des critères fondamentaux à avoir en termes de prépa physique, ben voilà, quelle que soit ta discipline, tu dois être capable de pouvoir, alors je vais pas dire faire un arraché parfait, mais savoir au moins faire un tirage, savoir faire une chute, savoir faire un passage, des trucs comme ça, Mhm. vraiment basiques et que ça vienne dès les stades de pôle et de centres de formation, Ouais, donc tout à vraiment fait. à une échelle fédérale, pour qu'effectivement après on puisse, une fois qu'ils sont pros, travailler l'outil de façon adéquate, quoi. Ouais, Donc, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je pense qu'effectivement, si un jour il y a une carte professionnelle de préparateur physique, les compétences haltéro, au moins dans la maîtrise du répertoire gestuel semi-technique et de renforcement musculaire spécifique à l'haltéro, je pense que ça doit effectivement faire partie des compétences que doit maîtriser le préparateur physique.
Alors, bien ensuite, sûr. je rebondis aussi sur ce que tu as dit vis-à-vis des IFMK parce que, tu vois, l'année dernière, j'avais une stagiaire qui était kiné, enfin qui est toujours kiné. Mhm. Je lui avais donné comme mission justement de faire en sorte qu'on ait des relations avec les IFMK. Et elle avait proposé un altéro-tour à un IFMK de Nouvelle-Aquitaine. Il y avait eu une quinzaine de jeunes kinés, enfin futurs kinés, qui étaient venus et ils avaient été convaincus par l'utilisation de l'haltérophilie pour le traitement de leurs patients. Tu veux dire que c'est les kinés qui venaient pratiquer l'haltéro, c'est ça? Ouais, qui avait été sensibilisé par D'accord. une opération qu'on appelle l'haltérotour et qu'on fait régulièrement de manière itinérante à Ouais. la Fédé. Et tu vois, je pense que ça serait peut-être une première voie d'intégration de l'haltéro dans les IFMK. Ouais. L'autre possibilité, tu vois, c'est aussi pourquoi pas de proposer des conventions sur des compétitions Hmm. et de faire venir des kinés, des kinés jeunes ou des étudiants, pourquoi pas, pour pouvoir proposer des soins. Alors, je sais pas si ça se fait déjà à l'échelle nationale, pour qu'en fait les kinés puissent déjà côtoyer des athlètes, voir la pratique et éventuellement se sensibiliser via ce lien-là, quoi. Ouais, on C'est, a une de nos athlètes de haut niveau, Garance, pour pas la citer, qui est en fin de formation cursus kiné. Donc peut-être que ouais, effectivement, c'est un projet qui pourrait lui parler. Et je suis d'accord avec toi, c'est une super bonne idée. Franchement, merci pour pour le pouvoir tuyau. développer, quoi. Et mais, je t'en prie. Bon, on va clôturer. Est-ce que tu as un dernier mot justement pour encourager les kinés ou les professionnels du sport à se former à l'haltérophilie? Ben, qu'en gros, s'ils veulent une pratique professionnelle dynamique et améliorer leur performance personnelle, ben, foncez, quoi. Faut y aller, faut maîtriser l'outil, Yes, excellent. faut y aller, quoi. Il faut juste se lancer un moment et puis avoir des objectifs aussi cohérents, des objectifs chiffrés en termes de barres, en termes de temps aussi, pour se dire, ben voilà, j'avance, j'améliore ma pratique, parce que sinon on se perd vite dans les limbes Mhm. de la complaisance et on ne fait plus grand-chose, quoi. Ouais, je te suis sur les réseaux et je vois que tu t'entraînes régulièrement, que Ouais, tes c'est des charges petits évoluent challenges. régulièrement. Donc, félicitations en tout cas parce que je vois que tu as bien accroché la discipline et Ouais. tu peaufines ta technique de Ouais, jour non, en mais à la jour. Et base, je pense, c'était pas du tout prévu. Je pensais plus rester sur l'aspect CrossFit. Et en fait, j'ai complètement débordé sur l'aspect haltéro. ouais. Je m'exerce plus que je ne m'entraîne parce que j'ai pas de vision de compétition. Mais c'est un truc voilà, qui me plaît bien. Le format me plaît bien. Mhm. Ouais, La mentalité me plaît bien. Donc, je suis très j'ai- content d'avoir découvert ça, quoi. Ouais, super. Je rappelle souvent que l'haltéro, c'est fait pour tout le monde et qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. On commence par des petites charges et après, au fur et à mesure, on accroche, on se challenge et on va vers des charges qui sont relativement lourdes. Quand je dis relativement lourdes, c'est relatif à ce qu'on peut faire en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Bon, un grand merci à toi, Erwin, pour cet échange. C'était vraiment passionnant, vraiment Merci à top, toi. très, très enrichissant. Ton parcours qui mêle kinésithérapie, un petit peu de préparation physique, de la réathlétisation. Franchement, c'est une vraie source d'inspiration et j'espère qu'il y a des collègues kinés qui vont suivre ton parcours et qui vont être vraiment inspirés par tout ce que tu as dit et par tout ce que tu fais déjà et que tu vas continuer à faire. J'apprécie vraiment comment tu intègres l'haltérophilie dans ta pratique quotidienne et je pense que tu as effectivement une vraie voie à continuer à creuser pour continuer à être bénéfique pour tes patients. Pour toutes les personnes qui voudraient en savoir un petit peu plus sur ton actualité ou suivre tes projets, est-ce que tu peux nous dire où c'est qu'on peut te retrouver tout simplement? Bah, tout simplement, on peut me contacter par exemple sur Insta. Donc, c'est Erwin Physio Home. Je sais pas si tu auras possibilité Ouais, on de glissera ça en commentaire, ouais, on sans glissera ça problème. tranquillement. Et puis après, bah voilà, c'est une porte d'entrée simplement pour communiquer avec moi. Moi, je peux te filer mon mail, mon numéro, on m'appelle quand on Ok, veut. Et puis, que ce soit pour s'informer sur l'haltéro ou si pour renseigner des fédés sur l'haltéro ou si même la fédé d'haltéro a besoin éventuellement. Moi, je suis toujours partant en fait pour des projets qui ont du excellent, sens, quoi. excellent, top. Merci beaucoup, Erwin.